à la suite de toute une série de décisions industrielles. Oh merde! Je crois que c'est vraiment l'heure. Bon, je vais regarder. Allô, oui. Je veux dire, un vaccin qui envoie au fond de leur lit jusqu'à 30% des jeunes vaccinés après la première injection, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. La compliance de la population envers ce vaccin, elle va s'effondrer. Et donc, de toute façon, la campagne, faire reposer la campagne de vaccination sur le vaccin AstraZeneca, c'est râpé. Le 15 avril, non. Le 15 avril, nous ne serons pas dans une situation où on pourra reprendre une vie normale. Normalement, si on n'a pas trop de pépins de vaccination, l'effet des vaccins devrait être vraiment sensible à partir de fin mai-juin. Il est déjà sensible sur la mortalité. Raoult, c'est un cas qui est extrêmement banal dans l'histoire des sciences et des grandes maladies. Lorsque une maladie survient contre laquelle il n'y a pas de solution miracle, et contre la Covid, et c'est presque encore vrai, on vient de le voir, il n'y avait pas de vaccination, il n'y avait pas d'immunité antérieure, il n'y avait pas de médicaments, pas d'antiviraux. La seule chose que l'on connaissait, c'est une méthode qui est connue depuis des millénaires, c'est-à-dire l'isolement. En l'occurrence, celui qui se lève et qui dit « mais moi, j'ai un médicament et j'ai un traitement qui est vachement efficace », il a toutes les chances de créer une dynamique. C'est un excellent virologue qui a une grande habitude de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine, qu'il a essayé d'utiliser pour le sida, pour la maladie de Whipple, pour différentes choses. Cette intuition thérapeutique, elle n'était pas sotte du tout. Et moi-même, j'ai espéré qu'elle fût efficace. Là où les choses ont dérapé, c'est que je connais Didier Raoult depuis 40 ans. J'étais le président d'une commission de l'INSERM qui l'évaluait lui et son équipe. Il a toujours été comme cela. C'est vrai qu'il est bon, mais il a toujours été considéré qu'il était très bon et que tous les autres étaient des nuls. Il s'est entêté. Il n'a pas supporté à l'idée qu'il ait pu avoir tort. Et autour de lui, alors, s'est réunie une communauté tout à fait extraordinaire, avec une filiation du phénomène des gilets jaunes que vous connaissez, des gens qui étaient extrêmement opposés à tout ce qui était l'autorité officielle. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on prend point par point. Il s'est toujours trompé. Mais comme le phénomène de l'adhésion n'a plus rien à voir avec la véracité de l'approche, ça n'a en rien entamé l'adhésion au phénomène Raoult. Et ça, c'est très intéressant pour les gens qui veulent étudier ce qui est la formation d'une adhésion sectaire. C'est typiquement, si vous voulez, un phénomène d'adhésion de type sectaire. Il faut confiner et interdire les déplacements. Entre les régions. Voilà. Ben oui. Ce qui a sauvé Bordeaux, Brest, Toulouse, lors du premier confinement, il y a un an de cela, c'est l'arrêt des déplacements. C'est-à-dire qu'il y a eu les deux gros foyers qui étaient l'Île-de-France et le Grand Est, puis il y a eu un gradient, mais le gradient décroissant à partir de ces foyers n'est pas arrivé jusqu'à vous. Et comme on a arrêté les voyages, ça n'est pas arrivé jusqu'à vous. Et donc si on fait des confinements régionaux, pour qu'ils soient efficaces, il faut que ce soit également avec tout à fait un arrêt ou une diminution extrêmement importante des déplacements. Autrement, évidemment, ça sera totalement inefficace. Ça semble inéluctable en Ile-de-France, en tout cas, le reconfinement. Je ne vois pas comment ils peuvent faire autrement. Oui. Le président de la République, qui envisage éventuellement d'être à nouveau candidat, a considéré que s'il avait... D'abord, comme il est fort intelligent, il s'est mis à développer une espèce de mépris pour les scientifiques qui se trompent souvent, qui le conseillaient en disant « j'ai vraiment pas besoin d'eux ». Et d'autre part, il a vu qu'il y avait un créneau qui était d'endosser l'habit de celui qui évite aux Français l'huile de foie de morue du confinement. Il s'agit d'une stratégie politique. Voilà. Alors, derrière une impression qu'il y a un créneau sanitaire à jouer, naturellement. Hein, c'est pas totalement... L'homme est brillamment intelligent, il y a strictement aucun doute. Mais c'est effectivement un pari politique. L'ennui de cela, c'est que quand on sait très bien qu'il s'agit d'une décision du président de la République qui voudrait se représenter pour se succéder, alors un échec de sa stratégie et un retour en arrière sera d'un prix politique à payer extrêmement douloureux. Et donc, ce qui à un moment donné est une audace,
risque de devenir, si cette audace s'avère peu payante et peu sage, un entêtement. Maintenant, dans la situation dans laquelle on se trouve, où manifestement et hélas, la circulation virale a rendu la situation intenable, notamment en région Île-de-France, il veut sauver la mise. Et comment sauver la mise? J'ai retardé jusqu'au dernier moment le couperet, je vous ai protégé, j'ai évité un reconfinement national, j'ai tout fait réellement pour vous protéger, mais que voulez-vous, ça c'est la biologie, les variants, les trucs, on n'y pouvait strictement rien. Donc c'est ça qui est joué à l'heure actuelle, et cela explique que l'on prolonge le moment où on prendra la décision le plus possible, pour montrer que jusqu'au dernier moment, on a essayé de tenir sa parole. À l'arrivée, évidemment, d'un point de vue sanitaire, il faut dire ce qui est, c'est un désastre. Et est-ce qu'il vous semble qu'à la faveur de cette crise sanitaire, au-delà des discours convenus, on a une réflexion un peu sérieuse sur le fait de recouvrir une souveraineté européenne et française en matière de fabrication Oui, c'est militaire? même là la seule conséquence éventuellement favorable de la crise de la Covid que je perçois. C'est-à-dire que on s'est rendu compte que les produits qui permettent d'offrir, ou du moins de militer en faveur de ce qui a le plus de prix pour toutes les personnes tiers, leur santé, ce sont des produits stratégiques. Et qu'il faut les traiter comme des produits stratégiques. Le monde d'après risque d'être... D'abord, il risque d'être vivable, d'être joyeux, on pourra être amoureux, on pourra s'aimer, on pourra faire des enfants, on pourra rigoler, on pourra faire beaucoup de choses, mais un peu différemment. Et il y aura des évolutions très importantes d'un point de vue économique également. Au point de vue des types de vie, il y aura des évolutions avec sans doute la fin de l'insouciance, notamment la fin de l'insouciance dans le mélange des corps, en dehors des émois amoureux. Il faut bien qu'on connaisse ces émois, c'est même important pour vivre, mais sinon, eh ben, on va un peu arrêter de se faire la bise pour un oui, pour un non, etc., etc. Donc il y aura des évolutions, il y aura des importantes évolutions économiques, il y aura des secteurs qui vont continuer d'exploser, tout ce qui est lié à la visio, télé, l'intelligence artificielle, et donc ça sera plus un remplacement, et le monde va retrouver de nouvelles marques, sans aucun doute. Mais le monde d'après sera sans doute sensiblement différent du monde d'avant. Ça ne sera pas la restitution ad integrum de ce que cela était auparavant.